voici le podcast live des audacieux normands par la Caisse d'épargne Normandie. Bienvenue, le concept est simple, un ou une invitée, notre audacieux donc, et 30 minutes devant nous pour lui faire écouter ce que ses proches nous ont raconté de lui, des souvenirs, des anecdotes, des déclarations d'amour, on peut s'attendre à tout. Bon, notre objectif est simple, vous inspirer, vous donner envie d'entreprendre, bref d'être audacieux. Pour ce second épisode, nous sommes chez l'un des partenaires de la Caisse d'épargne Normandie, un lieu magique, le musée des impressionnismes à Giverny. Ici on trouve des œuvres qui invitent au voyage et ça tombe bien car notre invité aujourd'hui est un aventurier. J'accueille Mathieu Tordeur et on y va. Bonjour Mathieu. Bonjour. C'est cool de t'accueillir ici. Bienvenue au musée des impressionnismes. Merci, c'est magnifique. C'est pas tous les jours qu'on peut enregistrer un podcast comme ça, là, en plein milieu d'un lieu qui est encore fermé. On enregistre tôt le matin, comme ça, on dérange personne dans la découverte des œuvres. Tu connais peut-être déjà ce musée, parce que je crois que c'était le départ ou l'arrivée d'une de tes explorations, d'une de tes aventures. La dernière, on est parti là, il n'y a pas plus d'un mois, de Giverny à vélo. J'ai traversé la Normandie de part en part sur 3 itinéraires cyclotouristiques que sont la Seine à vélo, la vélo maritime et la Vélocénie. Et c'était une aventure à vélo pour valoriser les itinéraires normands et montrer qu'on n'est pas obligé d'aller en Antarctique ou très loin pour vivre des aventures. Ce que tu as pour autant déjà fait, on va en parler tout à l'heure. Derrière nous se trouve là le parterre de Marguerite de Gustave Caillebotte. L'œuvre, elle est assez incroyable. On en a parlé là en arrivant et c'est vrai qu'elle impressionne déjà par sa taille. Et c'est vrai que c'est une œuvre en plus qui appartient au musée, qui est vraiment à elle. Et c'est grâce notamment au soutien de la Caisse d'épargne Normandie. Mais on va revenir à ce pourquoi on est là, et en l'occurrence ton parcours d'audacieux. Tu m'as partagé 5 contacts. Je t'ai demandé en disant on va pas trop parler ensemble, on va pas préparer ce podcast ensemble, mais par contre j'ai envie de discuter avec tes proches. Et donc voilà, promesse tenue, j'ai discuté avec eux et j'ai retenu quelques extraits de leurs témoignages que je vais te faire écouter comme ça au fur et à mesure. Et l'idée est assez simple, c'est qu'on puisse mieux te connaître, qu'on puisse s'inspirer de ton parcours, pourquoi pas pour devenir explorateur aussi, ou comprendre qu'on peut se dépasser de plusieurs manières. Et juste avant cela, permets-moi de poser les bases et surtout, arrête-moi si je me trompe, j'ai fait mes petites fiches, j'ai un peu travaillé sur toi. Tu es né le 4 décembre à Rouen et tu as 29 ans. Ouais. Tu étudies et tu fais tes études au King's College de Londres et à l'Institut d'études de politique à Paris. Ouais. Tu es membre de la Société des explorateurs français. Tu as 4 documentaires et 2 livres à ton actif. Ça produit dur. Jusque-là, c'est bon. En 2019, tu es le plus jeune explorateur au monde et le premier Français à rallier le pôle Sud à ski, en solitaire et sans ravitaillement. Ouais, c'était... La dernière grande aventure, c'était celle-ci, effectivement. Ouais. Ça envoie. J'ai comme l'impression qu'on ne va pas s'ennuyer du coup à découvrir tout ce que tu as pu faire, à découvrir ton parcours. Et permets-moi de débuter par ton enfance. On va faire un mode chronologique, car j'aimerais questionner la notion de prédisposition. J'ai donc demandé à Catherine, ta mère, si dès ton plus jeune âge, l'aventure était dans tes veines. Quand il était petit, c'était un garçon qui était très réservé, qui observait beaucoup, qui exprimait pas beaucoup ses émotions, qui était très organisé, très organisé. Et même quand il était petit, ça nous inquiétait presque parce que sa chambre était toujours bien rangée, il était toujours très bien habillé, il n'y avait jamais une tache sur ses affaires. Donc il était très réfléchi. Et donc en aucun cas, quand il était petit, vraiment, on pouvait imaginer ça. Bon, la réponse est plutôt claire. Tu n'es pas né directement aventurier. Ben non, je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure de l'expérience, des envies. C'est une passion qui s'est déclarée, je pense, quand même assez tôt, parce que ce que dit pas ma maman, c'est que au-delà de ce côté organisé dont je me souviens, c'est que moi j'étais passionné par Tintin. Je dévorais les BD de Tintin et Milou alors que j'étais même pas en CP. Je passais d'une image à l'autre et j'avais cette fascination en fait pour ce petit personnage qui part aux 4 coins du monde
monde, qui va même sur la Lune. Et je crois que cette lecture un peu précoce, ça a été une fenêtre ouverte sur le monde pour moi, parce que j'ai réalisé assez tôt qu'il y avait d'autres pays en dehors de la France, qu'on parlait pas français dans tous les pays du monde. Et moi, ça m'a donné envie, je pense, de partir à l'aventure, au voyage. Et donc, je parlerai pas de prédisposition, mais je parlerai d'une appétence peut-être pour le voyage ou la découverte ou le monde de l'exploration assez précoce. Est-ce que c'est ça aussi, justement, l'audace? C'est le titre de ce podcast, Les Audacieux Normands, mais de se donner les moyens et tout ce qui est nécessaire pour ce qu'on a envie d'être? Complètement, mais je pense que cette audace, elle s'est matérialisée aussi parce que j'ai eu ce contexte familial favorable qui m'a poussé justement à entreprendre ce que j'ai voulu entreprendre après mon bac. Moi, ma première aventure, c'était de traverser l'Europe à vélo juste après avoir passé mon bac à Rouen. Et je me souviens que mes parents étaient un peu étonnés de cette démarche de vouloir partir tout seul avec un vélo rallier Istanbul en Turquie, mais ils m'ont pas dit non plus, Mathieu, non, tu fais pas ça. En revanche, tu t'autofinances et tu travailles dans un resto pour te payer ce voyage, ou en tout cas le billet d'avion retour. Et donc cette audace, elle a été aussi nourrie par ce contexte familial qui m'a poussé, qui m'a encouragé moralement dès le départ. Justement, j'en ai parlé avec François, ton père cette fois-ci, qui se souvient quand il a fait la découverte de ton statut d'aventurier, en quelque sorte. On va l'écouter. Quand il est parti, tout seul en vélo, pour rejoindre ses copains à Istanbul, où il a roulé, je sais plus, pendant 15 jours sur des routes que je connaissais un petit peu, qui étaient pas faciles, et où je lui ai demandé avec qui il partait, et il m'a dit tout seul. Et je lui ai demandé pourquoi, il me dit parce que c'est bien. Donc là j'ai compris que c'était particulier quand même. C'est là où j'ai saisi qu'il avait une façon de voir la vie que j'avais pas envisagée avant. Est-ce que cette première aventure a été le moment de t'affirmer pour toi, de prouver que tu étais capable de mener de A à Z une aventure? Je sais pas si c'était un moyen de m'affirmer, mais c'était plutôt une envie profonde de découvrir le monde de mes propres yeux et surtout de pas vouloir attendre en fait de trouver un copain ou mon frère pour partir. En fait, je me disais que l'aventure elle se vivait maintenant, que je voulais pas la garder en frustration, me disant un jour peut-être je prendrai mon vélo pour aller à Istanbul. Là, j'avais travaillé dans un resto au Havre, j'avais gagné un petit peu de sous, j'avais du temps qui me restait sur mon été. J'ai emprunté le vélo auprès du frère d'une amie et je me suis dit j'y vais, je vais pas attendre des années et des années pour réaliser ce rêve-là et oui, ça m'aurait fait plaisir d'y aller avec quelqu'un, mais j'ai trouvé personne et donc plutôt que de pas partir, je suis parti tout seul. Et puis cette solitude, moi je suis pas quelqu'un de solitaire par nature, je suis parti seul aussi pour jamais l'être, c'est-à-dire que le soir t'essayes de plus t'ouvrir aux autres et moi j'ai fait plein de rencontres aussi parce que j'étais seul et on est plus à même de faire des rencontres quand on est seul. Donc moi j'ai aussi un bon souvenir aussi de ces rencontres parce que j'étais parti seul. Tu parlais du cadre familial tout à l'heure et on y vient parce que dans la réaction de ton père qu'on vient d'entendre, on sent la surprise, mais jamais l'inquiétude. Il n'y a pas une remise en question de ton projet, de se dire attention, fais pas n'importe quoi. Est-ce que se construire une vie d'aventurier demande-t-elle le soutien et la confiance de son entourage, que c'est indispensable d'avoir même inconsciemment cet acquis en disant je sais qu'on me fait confiance et que je peux m'appuyer sur eux au moins pour ça? Je crois que dans tous les parcours atypiques, l'entourage familial, amical, personnel est hyper important. Enfin, je pense que quand on démarre une carrière artistique, ça comporte plein de risques, plein d'inconnus et on a besoin d'avoir un socle. Enfin, si on a la chance de l'avoir, je pense que ça aide beaucoup. Et moi, dans mon cas précis, je le disais un petit peu auparavant, j'ai pu bénéficier du soutien moral de ma famille. Et ça, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je peux faire ce que je fais. C'est-à-dire que sans ces premières expériences, sans ce soutien, sans ces encouragements, jamais moi j'aurais pu me dire un jour je vais monter une telle expédition en Antarctique. Enfin, tout ça a été le fruit d'un long cheminement, de nombreuses expériences et grâce au soutien moral de mes frères et sœurs, de ma famille, de mes amis. Ça, je pense que c'est indispensable. Mais que ce soit une carrière d'aventurier ou une carrière un peu plus atypique ou un métier très prenant où on doit beaucoup s'absenter, je crois que le socle familial est hyper important. Ouais. On a entendu la famille, on va aller du côté des potes. Ouais. Un pote de King's College, Vladimir, nous partage votre réflexion à vous deux à la fin de vos études. À la fin de nos études, on se demandait tous les deux ce qu'on allait faire et je me souviens qu'on concluait, maintenant, en fait, on a encore le temps de prendre des risques, prenons-les.
Voilà, moi je suis plutôt parti sur une carrière d'entrepreneur et lui finalement d'aventurier, mais qui ressemble beaucoup à une carrière d'entrepreneur. Est-ce que c'est ça, en quelque sorte, de passer de touriste, comme on peut tous l'être, à profiter l'été de pays différents, à devenir aventurier, en faire son entreprise avec tout ce que cela comporte? Je crois que c'est intéressant ce que dit Vlad, parce que moi, je suis passé du statut un peu d'étudiant voyageur, avec mes premières aventures à vélo, ou une traversée de l'Atlantique à la voile en tant qu'équipier, à peut-être aventurier professionnel avec les dernières aventures, comme celles que j'ai pu mener en Antarctique. Et finalement, quand il dit que le métier d'aventurier se rapproche de celui de l'entrepreneur, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que pour monter des aventures comme ma dernière, par exemple au pôle Sud, ça demande de travailler avec des partenaires, avec des sponsors, d'être bon en communication, de savoir se vendre, se positionner. Et finalement, quand on crée une boîte, il faut faire appel justement à ces mécanismes un petit peu de marketing, de com. Donc quand on a ces projets d'expédition, il faut savoir les valoriser. Et ça passe par des documentaires pour la télé, ça passe par des récits, ça passe par des conférences. Et il faut savoir parler aux entreprises, parce que ces expéditions coûtent cher. Moi, je suis pas milliardaire, j'ai pas gagné au loto, donc j'ai besoin justement de m'entourer de partenaires qui se reconnaissent dans les valeurs que je peux porter, dans le message que je peux avoir. Et donc, oui, l'aventure n'est pas de l'entrepreneuriat, mais finalement, il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de liaisons qui se font entre les deux mondes. Et c'est aussi pour ça, je pense, que mon discours est très audible par des entreprises ou des partenaires comme la Caisse d'épargne Normandie. Et donc, je suis ravi d'être l'ambassadeur. Mais l'entrepreneuriat et l'aventure, pour moi, sont deux mondes qui communiquent très largement. Et justement, parlons des partenaires et développons. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns? Comment tu bosses avec eux? Il y en a un de cœur, et on s'y retrouve. C'est le département de la Seine-Maritime qui a été un des soutiens, un de mes premiers soutiens dans mes aventures. J'avais fait un tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance en 2013-2014 avec Nicolas Aubert, qui est mon ami d'enfance. Et le département de la Seine-Maritime m'a accompagné aussi dans mes aventures polaires en Antarctique. Et là, il y a une vraie communication, en fait, surtout pour valoriser le territoire, pour rencontrer les collégiens aussi. Vous savez que le département est responsable des collèges. Et donc, moi, quand je suis revenu en Antarctique, je suis beaucoup intervenu dans les collèges pour parler des mondes polaires, pour parler de l'Arctique, de l'Antarctique, du dérèglement climatique. Donc, c'est des partenaires comme ça avec lesquels j'aime beaucoup m'investir, parce que ça a beaucoup de sens pour moi. Et c'est très logique, puisque, étant originaire de Rouen, m'associer avec des partenaires normands, c'est tout naturel. Comme tout bon entrepreneur, tu as une gamme de produits et de services à vendre, du coup. Et ce que tu proposes, ce sont des conférences, ce sont des documentaires, des livres. Et ça éblouit Catherine, et du coup, ta maman qu'on va entendre. Moi, je suis très impressionnée, effectivement, qu'il arrive aussi bien à partager à l'oral. Il parle parfaitement. Ses conférences, elles sont réussies du début jusqu'à la fin. Quand il est interviewé, il n'y a pas un mot qui fourche. Parfois, moi, j'écoute, et donc on lui pose une question, il commence une phrase, je dis, oh là là, comment il va terminer? Il la termine toujours parfaitement. Donc, il a un don de partage par voie orale dans ses conférences. Et son livre, on l'a lu qu'à la fin, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le droit de regarder les épreuves avant. Son livre, il est parfaitement raccord avec son aventure. Je trouve qu'il est bien écrit, qu'il se lit très vite, facilement, qu'il nous emmène dans son aventure. Et moi, je suis bluffée de la qualité de son livre. Ce côté créatif, réalisateur, auteur, conférencier, est-ce que c'est une nécessité pour générer des revenus, comme on disait, dans le mode de l'entreprise, et du coup en faire de l'aventure ton métier, ton activité principale, ou est-ce que tu as dû te frotter, te former, te challenger à ces contenus? Ça veut dire, est-ce que si on prend un curseur, à quel moment c'est vraiment quelque chose qui est en toi que tu voulais faire, ou quelque chose qui, en quelque sorte, le mot est peut-être mal choisi, mais subi, et que tu as dû le faire parce que sinon il n'y avait pas de viabilité pour en faire ton quotidien? Alors, avant de te répondre plusieurs choses, déjà je pense qu'ils ne sont pas objectifs, mes parents, c'est toujours heureusement. Donc j'encourage les auditeurs à plutôt s'intéresser et se faire leur propre avis. Mais il y a plein de choses dans ta question. La première, c'est que les aventuriers, les explorateurs ont toujours rendu des comptes, que ce soit à des partenaires, des sponsors,
sponsors ou au grand public. Il y a toujours eu une dimension de transmission, de partage, parce que à l'époque, ils partaient vraiment dans des contrées lointaines et ils ramenaient des images, des histoires. Il y a toujours eu cette volonté de transmettre. Et moi, à ma façon, j'essaye de le faire aussi. Et ça passe par des conférences, des récits, des documentaires, comme on le disait. Après, est-ce que moi, je me suis formé ? J'ai eu la chance de faire des études supérieures. On disait cette licence en Angleterre à King's College, et puis après un master à Sciences Po dans un parcours complètement différent de ce que je fais aujourd'hui, parce que c'était de la sécurité internationale, tout ce qui touche au risque terroriste, aux menaces modernes, au monde de l'humanitaire. Mais si je raconte ça, c'est que la particularité de ces études-là, c'est qu'il y avait beaucoup d'épreuves qui se passaient à l'oral, beaucoup de présentations, et j'ai eu la chance d'apprendre des langues étrangères et aussi d'avoir cette capacité peut-être à pas avoir peur de m'exprimer, à prendre la parole. Et je pense que c'est ces études qui m'ont formé un petit peu à partager ce que je vis. Et au-delà de ça, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. C'est-à-dire que je le fais assez naturellement. J'ai commencé très tôt, dès ma première aventure à vélo dont parlait mon père jusqu'à Istanbul. J'avais pris un téléphone et un appareil photo et je me filmais, j'écrivais et je postais tout ça sur mon site internet. Donc il y avait très tôt cette envie justement de partager. Et je pense qu'elle vient du fait que moi j'ai été extrêmement inspiré par des voyageurs, des explorateurs, des aventuriers qui m'ont inspiré à prendre moi aussi la route. Et donc à ma façon, j'ai aussi voulu un peu émuler, imiter ce qui m'avait partagé, ce qui m'avait fait vibrer. C'est une partie intégrante de l'aventure, de dire qu'il faudra la partager par la suite et que du coup ça fait partie du job. Mais je pense que oui, c'est quelque chose d'un peu qui fait partie du... Enfin, en fait, elle aurait assez peu de valeur, je pense, si tout était gardé pour soi, ou en tout cas de manière plus pragmatique. Moi, je pourrais pas transmettre, partager ma passion, et je pourrais moins en vivre. Si je ramène pas d'images, si je ramène pas de photos, si je ramène pas d'histoire, finalement, toutes ces aventures, je les vis pour moi, et c'est très bien, mais je pense que moi, je trouve une grande source d'épanouissement d'essayer de partager mon vécu, d'essayer de faire ces ponts aussi entre la vie en entreprise, la vie personnelle. Je pense qu'il y a, ça crée du relief à ce que j'ai pu vivre, et finalement, ça raconte des belles histoires, et ça permet de rencontrer aussi plein de gens, et de rendre tout ça un petit peu plus global plutôt que uniquement personnel. Comment arrives-tu à avoir cette confiance en toi qui te permet justement de te lancer dans des compétences qui sont comme éloignées de ton terrain de jeu? Quand tu maîtrises l'aventure, tu maîtrises justement la sécurité, de savoir planifier, etc. Mais de là à se dire tout d'un coup je vais écrire un livre, faut avoir une certaine confiance. Ça vient d'où? Mais écrire un livre, c'est une aventure en soi. Enfin, c'est comme marcher tout seul en Antarctique, quoi. Tu sais pas exactement comment ça va se passer. C'est aussi un processus qui est long. Moi, j'ai trouvé ça très très dur, l'écriture du livre. J'ai eu la chance d'être très bien accompagné par un éditeur, mais je tenais à l'écrire moi-même. Je voulais pas que quelqu'un le fasse à ma place, parce que je m'en sentais capable de l'écrire, mais aussi parce que c'est moi qui avais vécu l'aventure. Donc, à mon sens, c'était que moi qui pouvais trouver les mots pour raconter cette expédition au pôle Sud. Mais comment trouver cette motivation? Moi, je crois que j'essaye vraiment de me concentrer toujours sur le moment présent, sur des petits pas, sur des petits objectifs. J'essaye pas de voir le moment où je vais rendre le manuscrit au bouquin. J'essaye pas de voir le moment où je vais arriver au pôle Sud. J'essaye plutôt de découper en fait ces tâches qui paraissent complètement immense en plein de petites parties qui sont plus facilement accessibles. Il y aller pas à pas, au fur et à mesure. Y aller pas à pas, petits objectifs par petits objectifs. Ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais il faut savoir séquencer, en fait, diviser ces grands objectifs en plein de petites parties, et c'est l'addition de ces petites parties qui fait qu'on arrive à déplacer des montagnes. Et cette confiance, je sais pas si je suis en surconfiance du tout. Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours une part d'anxiété, d'inquiétude, et je pense que c'est bien. Ça veut dire qu'on méprise pas justement les épreuves, qu'on maîtrise pas les challenges. Il faut garder cette part-là, parce que c'est ça qui vous permet justement d'être vigilant et de vous dépasser et de faire du mieux qu'on peut. Mais je pense que dans l'aventure, à force d'en faire, on gagne en expérience. C'est comme un chef d'entreprise, quand il a monté 10 boîtes et qu'il s'est planté 2 fois, mais qu'il a aussi eu des succès, quand il monte la 11e, il a quand même plus de retours, plus de facilité, c'est sûr. Donc je pense que tout ça se travaille et que c'est le fruit de l'expérience qui parle. Quand on regarde tes documentaires, il y a l'apparence trompeuse que tout ce que tu fais coule de source avec facilité. Ah oui. Et ton frère Adrien remet les pendules à l'heure. Certaines de ces expériences ont été très difficiles à mettre en œuvre. On n'a pas toujours ce ressenti à quel point c'était difficile. Alors que nous, en tant que proches, qui connaissons vraiment toutes les étapes
de ce genre de projet. Alors je parle surtout du pôle sud, mais moi j'ai beaucoup échangé avec Mathieu autour de ce projet-là quand il le préparait, etc. Donc c'est des étapes vers lesquelles il est passé également au jour le jour pendant qu'il était dans son expédition au pôle sud. On se rend bien compte que c'était quelque chose de très difficile et quand il en parle, on n'a pas forcément ce ressenti. Donc je pense que ce côté-là, il est assez humble effectivement. Comment gères-tu les doutes, la peur, les difficultés ? Elles font partie du projet. Je crois qu'Adrien dit un truc assez intéressant. C'est vrai que j'ai peut-être le cerveau humain ou moi, on a peut-être cette propension à évacuer les moments difficiles pour garder que les meilleurs. Enfin, je pense qu'on est un petit peu tous pareils là-dessus. Et il y a beaucoup de travail évidemment pour monter ces projets. Enfin, moi je dis souvent, j'ai passé 51 jours à marcher en Antarctique, mais j'ai mis 2 ans à monter le projet. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je le partage avec ce podcast par exemple, mais aussi avec le bouquin que j'ai écrit il y a quelques mois et qui est sorti en novembre 2020. Mais la peur, elle fait partie intégrante de ces projets. Enfin, moi c'est aussi ça qui m'anime, c'est que je me lance dans quelque chose de nouveau. C'est pas exactement quelle va être l'issue de ce projet, mais c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu comment moi je vais m'adapter, comment je vais trouver des solutions. Il y a une très belle phrase de Paul-Émile Victor, qui est un explorateur polaire français, qui disait: dans l'aventure, il ne faut rien laisser à l'imprévu, mais tout est imprévisible. Et je trouve ça très beau. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait cette dimension un peu crainte, peur, pour vivre des choses intenses et raconter des histoires, quoi. Il faut être préparé, il faut parer à toute éventualité, mais il faut aussi accepter le fait que c'est une aventure. Et une aventure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on se laisse part à l'imprévu et au risque. Et moi, c'est ça qui me plaît. J'ai l'impression que ce risque, d'ailleurs, il y a eu un summum dans la préparation de ton aventure au pôle Sud, les crevasses. Ouais. Là, j'ai l'impression, quand j'ai vu ton documentaire, que j'ai vu un peu les contenus qui étaient autour de toi, que en termes d'appréhension, là, on était au summum pour toi. Vraiment, c'était le truc vital, quoi. Où vraiment, il aurait pu t'arriver à un véritable accident, quoi. Ouais, en Antarctique, on est sur un glacier, donc qui veut dire glacier veut dire crevasse. Les crevasses, c'est des immenses trous en fait qui se forment par mouvement de la glace. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Antarctique, on a un continent qui est recouvert de glace et de neige. Quand on est au pôle Sud, on a par exemple sous ses pieds quasiment 3 km d'épaisseur de glace. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment de la glace à perte de vue, et toute cette masse de glace, en fait, par gravité, en fait, elle coule vers le pourtour du continent, vers l'océan, et en coulant, alors elle bouge de manière pas très rapide, mais en coulant, elle crée des zones de tension et elle ouvre ces grands trous qui sont parfois recouverts de ponts de neige. Et c'est vrai, quand on se balade tout seul avec ses skis et son traîneau en Antarctique, et le risque premier, c'est la crevasse, parce que si on passe au-dessus d'un pont de neige qui cède, eh bien on peut tomber dans ce trou, et ces trous souvent ils sont très profonds. Donc ça, c'est le premier danger. Comment on apprend à gérer ça ? Moi, je crois que c'est surtout en allant s'entraîner dans les milieux polaires. Moi, je viens de Normandie, donc la pluie, je connais, mais la neige, le froid extrême, on n'a pas 3 km de neige, un peu moins, général. c'est ça. Et donc je me suis entraîné en Norvège, au Groenland, au Spitzberg. Je me suis formé en fait avec des professionnels, avec des guides qui ont l'habitude d'aller en Antarctique, en Arctique, et qui emmènent des équipes de télé ou des touristes chevronnés pour faire ces expéditions-là. Et moi, je me suis beaucoup nourri en fait de leur expérience pour apprendre les bonnes techniques, les bonnes pratiques, les bons réflexes à adopter dans ces environnements-là. Et ça m'a permis justement d'accepter ce risque. Et puis au-delà de ça, l'itinéraire que j'ai emprunté de Hercule Inlet, qui était sur la côte du continent antarctique jusqu'au pôle Sud, eh bien j'avais des bonnes images satellites du terrain. Les champs de crevasses majeurs avaient été repérés, et donc mon job, c'était vraiment d'être vigilant à l'endroit dans lequel auquel je posais mes pieds, et j'avais donc mon GPS, une boussole, et j'avais des points GPS à atteindre. Mais c'est vrai que c'est le danger numéro 1. Tu parlais du coup d'entraînement physique, notamment avec ce que tu as pu faire avec les personnes que tu as rencontrées avant, mais je pense aussi que comme tu dois te muscler pour traîner, en effet, c'est quoi d'ailleurs 115 kilos 115 kilos au départ, à traîner. Ouais. Est-ce qu'on muscle aussi son moral ? Est-ce qu'il y a des entraînements qu'on fait pour se dire, s'il m'arrive un coup dur, faut que j'anticipe, faut que je sois prêt à accepter un coup de bambou ? Les deux sont intimement liés. Moi, j'ai cherché à travailler sur ces dernières années beaucoup plus l'endurance que la force physique. Dans les années précédentes, mon
départ en Antarctique, moi j'ai vraiment commencé à courir, à faire du vélo, à participer à des courses d'ultra-endurance, on appelle ça par exemple, comme le Marathon des Sables, hein, qui est une course en autonomie alimentaire dans le désert du Sahara. On fait 250 km dans le sable, mais aussi des courses de vélo à travers toute l'Europe, des triathlons de longue distance qu'on appelle des Ironman. Si je participais à ces événements-là, c'était pas du tout pour finir sur le podium, parce que j'en suis bien incapable. Mon idée derrière tout ça, c'était de voir comment à la fois mon corps, donc l'aspect physique, et mon esprit, le côté mental, s'adaptaient justement à ces agressions telles que le manque d'hygiène dans le désert du Sahara, mais aussi le sable dans les chaussettes, les cloques, la fatigue accumulée, etc. Et je me disais que si j'arrive à tenir la distance sur ce genre d'événement qui dure parfois une semaine, 10 jours, 2 semaines, eh bien peut-être que je serais capable de répéter l'opération, cette fois dans un autre univers, un univers polaire, mais sur une distance plus longue. Et je crois que quand on se lance ce genre de défi, le corps s'entraîne, mais évidemment l'esprit aussi, parce que quand on n'en peut plus, c'est plus les jambes qui fonctionnent, c'est la tête qui prend le relais. Et donc c'était une forme de préparation qui était complètement liée et qui était indispensable, parce que pour moi c'était autant de points de référence en fait. Je me disais voilà, je sais ce que c'est qu'un effort intense sur 10 jours en autonomie alimentaire, et donc tout ça était une forme de préparation. Encore une fois, j'aimerais bien faire comprendre aux gens qui nous écoutent que je suis pas parti en claquant des doigts. C'était pas, je me suis pas réveillé un matin en disant ah tiens, demain je vais aller au pôle Sud. C'était vraiment le fruit d'une longue préparation sur tous les plans, que ce soit psychologique, physique, matériel, sponsoring, etc. Ouais, bien sûr. On parle d'aventures exceptionnelles quand même là, depuis tout à l'heure, le pôle Sud, que seuls quelques êtres humains ont pu réaliser, dont toi, mais il y a aussi des aventures plus ordinaires. Ton pote d'enfance, Nicolas, avec qui tu as fait le Sahara en vélo, ou le tour du monde en 4L d'ailleurs, nous explique. Ouais, je pense que le ciment de notre amitié, c'est effectivement pas forcément les voyages, mais les aventures, et qui n'ont pas forcément besoin d'être loin. Hein. C'est-à-dire que prendre son vélo et aller faire une journée de vélo en région parisienne, parce qu'on habite à Paris, pour moi c'est déjà une aventure et ça me comble un week-end. Et je sais que Mathieu c'est pareil, et ça c'est le ciment de notre amitié. Ouais. Est-ce qu'au final, on devrait tous construire nos aventures, en avoir, casser notre quotidien pour se dépasser ? Je crois que oui, je crois que c'est en plus dans l'air du temps. Je pense que les événements récents de la crise sanitaire montrent aussi à quel point on est attaché à la nature. On l'avait un petit peu oublié, mais il faut voir tous les gens qui étaient bloqués dans les petits appartements. Ils avaient qu'une envie, c'était de se reconnecter à la nature, partir en forêt, aller au bord de la mer. Et ce que dit Nicolas est très vrai. Je me reconnais tout à fait dans ce qu'il dit. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller au pôle Sud ou de faire le tour du monde en 4L pour vivre une aventure. On peut tout à fait prendre son vélo, prendre un kayak, prendre ses chaussures de rando et partir proche de chez soi. On a la immense chance de vivre dans un pays avec une variété de paysages. Et là, je l'ai vu récemment, même en Normandie. Enfin, on a de la forêt, on a des plages, on a des collines dans l'Orne. Enfin, il y a la Seine qui est magnifique. Enfin, je pense qu'il faut valoriser tout ça. Il faut pas oublier qu'on n'est pas obligé d'aller en Thaïlande quand on a 10 jours de vacances, quand on peut aussi aller dans le Mercantour, dans le Perche. Quels avantages on en tire justement de ce dépassement de soi ? Je décide de trouver quelque chose à côté de chez moi, de me dépasser dans ce que je pensais être mes limites. Qu'est-ce que je peux en retirer ? Je pense de la confiance, on en parlait tout à l'heure, mais quand on se lance dans un projet qui nous paraît difficile ou insurmontable et que finalement on y arrive ou qu'on en tire des leçons, ça donne envie, je pense, d'en vivre d'autres. Et je crois que c'est un moyen de mieux se connaître, un moyen de mieux connaître l'autre aussi, parce qu'on n'est pas obligé de partir tout seul. Et donc c'est une façon d'améliorer la connaissance qu'on a de soi, et je pense que c'est hyper important à tous âges en fait, quand on est jeune, quand on est moins jeune, de s'exposer à des choses nouvelles. Enfin, c'est ne pas rester dans sa zone de confort. Bah ouais, je crois que c'est important. Jean-Louis Etienne, qui était le parrain de mon expédition en Antarctique, a une phrase où il dit on ne découvre pas, on ne repousse pas ses limites, on les découvre. Et je trouve que ça résume tout, quoi. Ça veut dire que on est capable de plus que ce qu'on croit. Il faut juste avoir un petit peu d'audace, un petit peu de curiosité, et finalement on découvre des belles choses, quoi. Et ouais, on sait pas de quoi on est capable avant de se lancer même dans un projet ambitieux, et dire qu'on repousse ses limites constituerait à dire qu'on les connaît déjà. Donc je crois qu'on est dans une découverte permanente, et ouais,
la vie, le fait que on a plein d'opportunités, il faut juste les saisir, quoi. En réalisant ces aventures, tu influences ton entourage et j'en ai la preuve, même 2 preuves, celle de ton frère et de Vladimir. C'est vrai qu'avec Mathieu, on partage pas beaucoup nos émotions l'un pour l'autre, etc. On est une famille assez pudique. Moi, je suis très fier de lui. Je trouve que ce qu'il fait, c'est assez exceptionnel. Ça m'apprend plein de choses et ça me pousse à faire des choses que j'aurais peut-être pas fait autrement que si lui n'avait pas fait. Donc ça, c'est très précieux et je le remercie pour ça. Bravo, parce que je me souviens encore d'une conversation devant la bibliothèque de notre université où il m'expliquait que voilà, c'était son rêve et il savait pas par quel chemin le prendre et si ça allait marcher, etc. Et jusque-là, ça marchait. Il vit de sa passion qui est l'aventure et c'est extrêmement inspirant pour nous, ses amis, et ça nous tire aussi vers le haut d'avoir un copain comme ça. Donc peut-être un bravo et puis aussi un merci. Est-ce le plus beau compliment qu'on peut te faire, de dire que tu inspires, que tu influences ? C'est touchant, hein, ce qu'ils disent, parce que moi je peux leur retourner le compliment, quoi. Eux excellent aussi dans leur domaine qui leur sont propres. Je trouve c'est une source d'inspiration énorme pour moi. Et bah ouais, moi je suis ravi. Enfin, une des choses qui me rend le plus heureux, c'est justement de faire, moi, ce qui me passionne le plus, quoi. Je pense que quand on a trouvé un peu ce dans quoi on était bon ou ce dans quoi on était épanoui, bah c'est formidable, quoi. Et bah moi, c'est l'aventure, c'est un peu atypique, j'en conviens. Mais voilà, je suis heureux aussi d'avoir des oreilles attentives, parce que si je fais tout ça, c'est parce que bah il y a des personnes qui m'encouragent, des personnes qui m'accompagnent, des personnes qui m'écoutent, et moi, c'est c'est un moteur énorme, quoi. Donc merci aux personnes qui sont sensibles à ce que je fais et qui me poussent à aller toujours plus loin et à toujours faire des choses nouvelles. À mon tour de te remercier, Mathieu, d'avoir partagé ce moment, de nous avoir partagé aussi ta vie, ton parcours. On retrouve toutes tes actualités et même ton magasin en ligne. On pourra retrouver ton livre, notamment tes documentaires, sur ton site, mathieutorder.com. Sache que, en tout cas, du côté de la Caisse d'épargne Normandie, on est super fiers de soutenir un aventurier comme toi, et nous sommes sûrs que tu auras inspiré nos audacieux aujourd'hui qui nous écoutent, des audacieux normands en devenir peut-être. À très vite pour un épisode live notamment. On va accueillir bientôt Pablo Raison, dessinateur talentueux, en direct du festival de la BD à Dieppe. Donc on va clairement pas s'ennuyer. Merci Mathieu, encore une fois. Merci beaucoup.